D'accord, merci. Carole Dubé, présidente de la PTS. Je suis Robert Comeau, vice-président. Guy Tessier, coordonnateur au sein de l'équipe de relations de travail de la PTS. D'abord, Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission et membres de la commission. D'abord, je tiens à vous remercier de donner à la PTS l'occasion de faire valoir notre opinion sur le projet de loi 33. La PTS représente plus de 56 000 personnes professionnelles techniciennes qui pratiquent dans la très grande majorité des établissements du réseau québécois de la santé et des services sociaux. 86 % de nos membres sont des femmes. Nos membres pratiquent dans plus d'une centaine de types d'emplois différents, dans plusieurs centres d'activité, secteurs d'activité. En fait, nos membres travaillent dans toutes les missions que l'on retrouve là, dans le réseau. Je ne vous cacherai pas que la PTS accueille avec quelques réserves le projet de loi 33, des réserves qui n'ont rien à voir avec l'intention qui est louable. C'est tout à l'honneur du gouvernement du Québec de prendre les moyens pour se conformer aux décisions de la magistrature, notamment la décision de la Cour suprême en 2015 et celle du Tribunal du travail en 2017. Ces deux jugements-là ont bouleversé l'ordre établi. Le temps est venu d'ajuster le Code du travail pour trouver un nouvel équilibre entre le droit de faire la grève dans les secteurs publics et parapublics et, naturellement, le droit des citoyens et des citoyennes de recevoir ces services. Nous reconnaissons que le projet de loi 33 contient des dispositions qui peuvent améliorer le rapport de force des syndicats pour qui la grève constitue le seul moyen de pression efficace pour servir les intérêts des personnes salariées. Nos craintes principales avec le projet de loi 33, c'est qu'il peut devenir techniquement long et difficile à appliquer. Considérant d'abord le grand nombre de types d'emplois représentés par la PTS et la complexité administrative des nouveaux centres, les CI et les CIUS, on peut s'attendre à d'interminables débats entre les parties quand viendra le temps de définir les services essentiels dans le nouveau contexte qui est proposé. Le recours au personnel cadre, on ne s'y oppose pas, mais pourra aussi contribuer au maintien des services essentiels. On pense que ça ne sera pas simple non plus. Ces considérations laissent entrevoir des risques de judiciarisation de l'application des nouvelles règles. Si les problèmes de mise en place d'entente et de listes sur les services essentiels s'accumulent, c'est carrément l'accès à la grève qui peut être compromis. Mais nous pensons qu'on peut prévenir bien des litiges en améliorant le projet de loi, et c'est le sens de nos recommandations. D'abord, sur la détermination des services essentiels, en cas de grève, le projet de loi remplace l'obligation de maintenir un pourcentage de salariés par corps de travail par l'obligation de maintenir les services dont l'interruption peut mettre en danger la santé ou la sécurité publique. Pour nous, c'est la modification la plus significative du projet de loi. Mais ça signifie qu'il faudra passer en revue toutes les tâches et les services assumés par une personne salariée et se demander si une interruption met en danger la santé et la sécurité publique. Si c'est non, on va reconnaître à ce moment-là que ces tâches-là ne font pas partie des services essentiels à maintenir pendant une grève. Et ça, on devra répéter ça pour beaucoup de secteurs, beaucoup de types d'emplois. C'est un travail qui est quand même assez colossal. On pense que nous, on va y arriver, mais on a des doutes quand même sur la capacité des employeurs du réseau de la santé de déterminer ces services-là pour s'assurer d'une bonne application, parce qu'avec la création des CI, la création des CIUS, on a observé un manque de temps important d'interlocuteurs dans les dossiers de relations de travail. Et pour nous, les retards à prévoir pourraient faire en sorte de priver la PTS et ses membres de faire la grève au moment jugé opportun. Donc, vous allez retrouver, puis on a vraiment un souci, comme je vous disais, de faire en sorte de ne pas judiciariser l'application de ces nouvelles règles-là. Donc, vous retrouvez là, à la page 7 de notre mémoire plusieurs mesures qu'on vous propose pour faciliter, donner des moyens, donner des outils, des délais pour faciliter le travail au niveau local. Et à ce niveau-là, parmi cette recommandation-là, ce qui est aussi important de maintenir, c'est de permettre en tout temps à une organisation syndicale de pouvoir déposer des listes de services essentiels, même si le processus est en cours. Si ça ne va pas bien, on veut pouvoir garder cette possibilité-là.
Lors d'une journée de grève, cette nouvelle façon de déterminer les services essentiels pourrait faire en sorte qu'une personne salariée d'un centre d'activité assume une partie de ses tâches, tandis qu'une autre doit faire toutes ses tâches, tandis qu'une autre pourrait s'absenter totalement. Donc, ça va entraîner nécessairement une grande variabilité dans le temps de grève pour les personnes salariées. Nous, on pense que le projet de loi ne doit pas interdire que les parties s'entendent, par exemple, pour maintenir un pourcentage, comme on peut le vivre actuellement, de manière à ce que les temps de grève soient égaux pour tout le monde. On est convaincu que le niveau de grève doit demeurer une liberté d'action syndicale et que ça appartient aux syndicats de choisir dans le respect, bien sûr, de ce qu'il y a de prévu à l'article 111.10. Et c'est dans cet esprit-là qu'on vous propose d'ajouter la notion à 111.10 de dire que les services essentiels sont minimalement ceux dont l'interruption, tel que c'est déjà prévu là, dans votre proposition. On conteste la formulation aussi du premier paragraphe de l'article 111.10.1 qui dit que la négociation des services essentiels s'effectue selon les paramètres convenus entre les parties. Est-ce qu'il faut comprendre que les paramètres doivent obligatoirement être convenus comme préalable à une négociation ou un dépôt d'une liste? Bon, j'ai entendu tout à l'heure vos commentaires. On pourra y revenir, on pourra y changer, parce que pour nous, là, on ne peut pas accepter que le droit de la PTS de déclencher soit limité par une démarche là, obligatoire qu'on devrait convenir pour établir les paramètres. Et dans ce sens-là, on est d'avis que les services essentiels doivent pouvoir se négocier au niveau local, même s'il n'y a pas de paramètres convenus. Et qu'à défaut d'une entente, qu'on puisse déposer nos listes au tribunal. Donc, on a aussi, vous allez retrouver dans notre mémoire, là, à la recommandation 3, des propositions par rapport à cette notion-là de paramètres, et on pourra y revenir tout à l'heure. L'article 18 du projet de loi présente une modification d'importance à la section 4 du Code du travail qui élargit considérablement les pouvoirs du tribunal. Quelqu'un, par exemple, qui jugerait que les services essentiels ne sont pas suffisants pourrait demander au tribunal de les revoir après qu'il les ait autorisés. On est tout à fait contre cette proposition à cause de son effet sur le droit de grève. On considère que le législateur va trop loin, que ça met en péril aussi le droit de grève. Il faut donc limiter l'intervention du tribunal à ce niveau-là. Mais si le législateur persiste à vouloir imposer une reconsidération des services essentiels, alors il faudrait établir une présomption que les services essentiels d'une entente, une liste qui aurait été préalablement autorisée, sont suffisants de manière à pouvoir maintenir la grève en cours le temps que le tribunal puisse auditionner l'affaire. Donc, c'est le sens de la recommandation numéro 4, de retirer l'article 18 et de maintenir l'article 111.16 du Code du travail sous sa forme actuelle. La modification qui est proposée par l'article 13 au sujet de la transmission d'informations sur le nombre de personnes salariées qui sont habituellement au travail pour une période donnée, c'est vraiment bienvenu. On souligne aussi l'élément, on est parfaitement d'accord, ça répond aussi à des besoins, mais on recommande de préciser le délai à respecter par l'établissement pour transmettre aux syndicats les dites informations et on vous recommande de fixer au plus tard à 15 jours suivant la réception d'une demande. Que les établissements puissent compter sur les cadres pour assurer les services essentiels, pour nous, c'est une bonne nouvelle puisque ça va permettre à davantage de personnes salariées d'être en grève. C'est sûr que nous allons en tenir compte au moment de faire les ententes puis de déterminer les listes de services essentiels. On pense par contre que ça pourrait ne pas toujours être simple pour autant parce qu'il faut reconnaître, il faut avoir les connaissances, l'expérience. Beaucoup de nos membres sont des membres d'ordre professionnels avec des activités, des obligations d'appartenir, par exemple, à un ordre professionnel. Mais dans l'ensemble, je voudrais qu'on est en faveur de cette modification. Donc, pour conclure, on ne conteste pas d'obligation pour pouvoir faire la grève de respecter les étapes strictes qui sont prévues aux articles 111.11 et 111.12 du Code du travail. Cependant, il ne faudrait pas que les nouvelles règles viennent limiter l'accès à la grève. C'est pourquoi nous avons proposé d'ajouter des mesures pour favoriser, faire en sorte qu'on puisse bien s'entendre au niveau local pour déterminer les services essentiels.
Je terminerai en vous disant que pour ma part, j'ai participé activement à plusieurs grandes négociations du secteur public. Je peux vous assurer que les membres qu'on représente dans notre organisation sont des gens qui ne voudront jamais, qui ne voudraient pas être dans une situation où la santé et la sécurité publique sont menacées, et ça même en période de transition avec la partie, de tension, avec la partie patronale. C'est dans ce sens-là que nous voulons travailler avec les établissements pour déterminer les services essentiels lorsque la grève s'impose. Oui, merci. Donc voilà, merci de votre attention. Je vous remercie beaucoup pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Vous disposez de 16 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bravo pour la présentation, Madame Dubé. Puis je remercie la PTS d'avoir fait les efforts de préparer un mémoire aussi bien structuré, de vous être déplacé pour faire des recommandations. Et j'apprécie beaucoup sur le fond. Je pense que on s'entend bien. J'aime bien vos remarques préliminaires et vos remarques aussi de clôture. On le reconnaît, le législateur québécois le reconnaît que il y a une décision qui a été rendue par la Cour suprême du Canada, puis que le droit de grève est... Vous m'avez entendu tout à l'heure, là, je ne veux pas reprendre tout ce que j'ai mentionné, mais j'aime bien quand vous dites que les membres que vous représentez sont aussi soucieux du maintien des services essentiels qui vont assurer la santé et la sécurité publique. Je pense qu'il y a un ordre social au Québec qui est relativement important à respecter, puis on a généralement un excellent climat de relations de travail. Et je pense que c'est de bon augure pour l'amorce des négociations dans le secteur public et parapublic qui va débuter bientôt. Le critère général, je suis assez prudent, parce que l'ancien article 111.10, on avait des seuils minimums, puis là, ça vient limiter parce que ça vient imposer, puis ça empêche aussi un tiers indépendant de se prononcer sur la nature des services essentiels, parce que le TAT, je ne veux pas que ce soit vu comme un organisme qui va peser lourd sur les épaules des partis. Vous l'avez mentionné, les services essentiels, ça appartient, c'est du domaine d'expertise des partis, établissement par établissement. Mais le critère qui est plus général de santé et sécurité du public est comme un fardeau à supporter pour permettre que les associations accréditées puissent exercer ce droit fondamental-là qu'est la grève, qui découle du droit d'association. Mais il faut que ce soit flexible, il faut que ce soit ordonné, et c'est ce que j'ai réalisé dans les statistiques du TAT, c'est que je pense que c'est au-delà de 80%, dans à peu près 80% des cas, il y a les négociations se sont soldées par une entente entre les partis. 81% des négociations de services essentiels entre 92 et 2007, puis je présume que ça s'est accru au fil des années. Fait on fait confiance aux partis, il faut continuer de faire confiance aux partis, et on est convaincu que les modifications vont être un élément additionnel qui vont permettre aux partis de bien s'entendre. Parce que vous le savez, les seuils minimums, ça ne faisait pas l'affaire. Puis il y a beaucoup de syndicats qui me disaient, Jean, avec les seuils minimums, on se retrouve en cas de grève avec un nombre supérieur de salariés syndiqués. Donc, ça ne marche pas. Puis c'est sûr que ça venait, selon les tribunaux, puis moi, je suis d'accord avec ça, limiter de façon trop importante l'exercice du droit de grève. Mais je pense qu'il faut se faire confiance au Québec. On va s'adapter à ce critère général-là. Le TAT est un organisme indépendant. Puis moi, je suis extrêmement positif pour la mise en application de ce projet de loi-là qui va devenir une loi éventuellement. Puis vous avez fait référence aussi au délai. Je pense qu'on a voulu encore une fois faire confiance aux partis, mais il va falloir agir avec diligence. Et le tribunal est contraint de se soumettre à des règles de diligence. Est-ce que ça prendrait un délai, par exemple, pour forcer l'employeur à donner les informations demandées par l'association accréditée?
Ça, vous avez fait référence à ça, Mme Dubé, hein? Puis, est-ce que vous avez des cas, des exemples où vous avez témoigné de négligence ou de retard indu par des établissements de soumettre les informations demandées par l'association accréditée au moment du début des pourparlers sur les services essentiels? C'est sûr qu'on va le faire, ce nouveau modèle-là, on aura à le faire pour une première fois, mais on le fera aussi pour une première fois dans des établissements dont la composition a changé de façon majeure depuis la dernière ronde de négociation. Hein, on est dans des CI, des CIUS avec des milliers de membres du personnel étalés partout dans une région. Puis comme on l'a présenté dans le mémoire, c'est certain qu'on voit encore, malheureusement, dans le réseau, un manque de vis-à-vis, des gens au niveau de nos vis-à-vis, où parfois ça manque pour traiter nos dossiers quotidiens de relations de travail. C'est certain que quand on voit ce que cette nouvelle loi-là va amener en termes d'impact de temps, de travail qui devra être fait au niveau local, parce qu'on est d'accord que c'est un travail qui doit être fait au niveau local. Nous, on va se donner les moyens de le faire, mais on aimerait ça aussi que de l'autre côté, les employeurs aient aussi les moyens, donc les ressources. Fait que c'est pour ça qu'on pense que le projet de loi, la loi devrait prévoir un délai qui va forcer les parties, puis peut-être qu'éventuellement, vous aurez comme gouvernement à ajouter des ressources pour qu'on puisse y faire face. Parce que si on n'est pas capable de le faire au niveau local, puis que là, tout est reporté aux têtes, bien, ça va. Votre objectif de donner un accès plus grand à la grève, bien, on pense qu'il ne se concrétisera pas. D'accord, bon point. D'où l'importance de redire que dans le projet de loi, on prévoit que le temps puisse assigner un agent de relations de travail pour accompagner les parties. Puis cette espèce de mandat d'accompagnement-là, il va s'imposer de façon encore plus aiguë au début de l'application, pour la première ronde de négociation. Et on s'est assuré, là, parce qu'au moment des consultations préliminaires, on s'est assuré que le TANT avait des ressources suffisantes. Puis on nous confirme que oui, il y en a 76 actuellement, des conciliateurs puis des agents de relations de travail. Puis il y en a de 12 à 14 qui sont assignés plus spécifiquement aux services essentiels. Il y en a 6 à Québec, puis de 6 à 8 à Montréal. Puis, comme je vous disais, ça a mené, dans la vaste majorité des cas, à des ententes entre les parties. Mais les agents de relations de travail, ils reçoivent un signal clair qu'on veut agir avec diligence. Et si il y a un goulot d'étranglement, je l'ai mentionné, si le TANT a besoin de ressources additionnelles, elles seront ajoutées. Parce qu'on ne veut pas... J'aime pas vraiment le terme judiciarisation. Je veux pas que ça complexifie. Mais je dis quand même qu'il y a un certain fardeau à assumer découlant de cette décision-là. Il y en a qui disent c'est facile d'appliquer des pourcentages ou des chiffres ou des seuils minimums. Mais en même temps, je comprends que ça limite peut-être indûment l'exercice du droit de grève. Mais donc, il faut assumer ce que l'Organisation internationale du travail puis les tribunaux supérieurs reconnaissent comme étant le critère classique, c'est-à-dire la santé et la sécurité du public. Mais je suis totalement d'accord avec vous qu'il va falloir s'assurer que ça aille bien puis que ça se déroule de façon fluide et harmonieuse. L'autre volet, si je vous comprends bien, les paramètres nationaux, ça, vous m'avez entendu tout à l'heure à mes remarques, les paramètres nationaux, c'est si les parties le veulent bien, parce que je ne veux pas désapproprier la définition des services essentiels des parties. C'est les parties qui sont en maîtrise complète de leur environnement de travail, mais... Puis je le disais encore, je pense que vous m'avez entendu, Mme Dubé, il y a des syndicats qui sont venus nous dire on devrait plutôt imposer une négociation au niveau national un peu, suivant le modèle de la Colombie-Britannique, l'ordre global puis l'ordre local. Nous, on est allé un peu entre les deux. On laisse la faculté aux parties de déterminer leurs besoins essentiels, leurs services essentiels.
Puis s'il y a des affaires au niveau national, bien, les partis pourront décider. Puis c'est des paramètres qui ne s'imposent pas non plus au tribunal administratif du travail, mais qui peuvent servir de guide. Et ce qu'un syndicat nous mentionnait hier, ça devrait être imposé au niveau national parce que là, on s'expose à une asymétrie dans les services essentiels, dépendamment des établissements et des régions, alors qu'il devrait y avoir un niveau national essentiel de services à maintenir. C'est pas l'analyse qu'on fait. Donc, vraiment, le niveau local, je pense que c'est ça d'abord et avant tout. Le national, si les partis le veulent. Est-ce que ça vous va avec cette approche-là? Oui, c'est juste qu'on n'est pas certain que le texte dit exactement ça. On a l'impression que le texte amène une obligation d'avoir déterminé des paramètres au niveau national. Donc, elle est là, notre réserve. On n'est pas en désaccord. Puis, écoutez, je vous disais tantôt, c'est une première fois, un premier exercice qu'on va faire. On verra s'il y a des discussions. Nous, on a un syndicat national en plus. Est-ce qu'on va faire une approche, par exemple, auprès de nos vis-à-vis de négociations? On va amorcer une réflexion après l'arrivée du projet de loi. Mais ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que ça devienne une obligation, parce qu'en plus, il n'y a pas rien qui vient prévoir que si tu t'entends pas, il n'y a aucun mécanisme en plus pour en arriver à une entente. Donc, pour nous, ça ne doit pas être une obligation. Ça doit demeurer optionnel. Mais on a une réserve par rapport au texte, puis peut-être que Guy serait meilleur que moi pour l'expliquer, là. Tu penses? Oui, je suis sûre, Guy. Si on regarde le texte, mettons, vu qu'on veut un peu se pencher sur ce texte-là, c'est qu'on laisse entendre finalement que quand on veut déterminer des paramètres, on dit ces paramètres-là, là, à 111.10.1, c'est le cas échéant, cette négociation s'effectue. Donc, s'effectue selon finalement les paramètres convenus. Il y a un caractère impératif que finalement on aimerait éviter. C'est pour ça que dans notre recommandation, finalement, on suggère aux législateurs de plutôt dire que cette négociation-là peut s'effectuer. Donc, à ce moment-là, s'il y a à convenir de paramètres, puis encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par paramètre, ça serait important de le définir. Parce qu'on ne pourrait pas jouer, finalement, pour nous, ça n'a pas de sens qu'on joue, finalement, dans les services essentiels au niveau d'un paramètre qui pourrait être négocié au niveau national. Donc, on pense que c'est plus de l'ordre logistique, qu'on met des balises pour faciliter, finalement, les parties au niveau local de convenir ou de déterminer, finalement, leurs services essentiels. Alors, sur ce point de vue-là, c'est ça. Donc, on suggère dans la recommandation, finalement, de diluer, de ne pas, mettons, y aller avec le caractère impératif, mais plutôt de dire oui, on peut, finalement. C'est pour ça qu'on y va avec une suggestion qui dit cette négociation-là peut s'effectuer. Donc, on pense qu'à ce moment-là, les parties pourraient convenir de quelque chose. Mais encore là, il faudrait peut-être s'entendre sur qu'est-ce qu'on pourrait convenir au niveau, mettons, national, en termes de paramètres. Je vous écoutais hier, M. le ministre, puis je comprenais que vous parliez, quand vous avez abordé la question des paramètres à un moment donné, je vous relance un petit peu sur vos discussions d'hier, vous avez dit nature, peut-être des services, vous avez parlé de quantité. Donc, ce sont finalement des termes qui ont à voir avec les services essentiels. Et comme l'entente comme telle n'est pas, sous le regard, du tribunal, on peut s'interroger, finalement, si on veut, si vous voulez, que finalement les parties se substituent au pouvoir du tribunal pour déterminer en bout de ligne ou d'approuver, finalement, en bout de ligne, quels seront les services essentiels. Alors, c'est à peu près le commentaire que j'avais à faire. Oui, je le comprends bien. Puis vous êtes le deuxième groupe à faire une représentation de cette nature-là. Moi, je redis que c'était pas notre intention. Quand on dit le cas échéant, ça réfère à une faculté et non à une obligation. On s'entend là-dessus. Puis quand on utilise le terme paramètre convenu, ça implique forcément qu'une entente entre les parties. Fait que c'est clair dans mon esprit puis dans notre esprit que c'est pas une obligation. Si, cependant,
puis là, on ne plaidera pas comme si on était des avocats devant un tribunal, mais si on a besoin d'éclaircir pour que ça soit bien compris, parce que le but, ce n'est pas de judicialiser, c'est que ce soit simple d'application, mais si, lors de l'étude article par article, on convient tout le monde ensemble que c'est mieux de l'écrire plus clairement. Nous, on pensait que c'était suffisamment clair, mais je veux enlever toute ambiguïté. Ce n'est pas un impératif. Le national, c'est si les parties le conviennent. Deuxième point, le TANT n'a pas à nécessairement dire les paramètres convenus, ce sera ça. Il peut être guidé par ces paramètres-là, mais il ne faut pas les isoler, ces paramètres-là, puis faire abstraction des autres critères qui permettent de mettre du contenu au concept de santé et sécurité du public. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il y avait un autre élément, Mme Dubé, je pense qu'à 111.10, je pense que c'était clair, cependant. Bon, évidemment, lors d'une grève, les parties sont tenues de maintenir les services essentiels, puis ces services, c'est ceux dont l'interruption pourrait avoir pour effet de compromettre la santé et sécurité du public, mais on a bien mis, ces services sont minimalement laissant. Oui, puis c'est votre suggestion d'ailleurs, puis à la suggestion de d'autres aussi, là, mais les services pourraient aller au-delà de ce qui, si jamais ça fait l'objet d'une interruption, que ça pourrait mettre en danger la santé et sécurité publique. Là. Fait que je voulais le souligner là, parce que c'est un bon point. Je voulais dire qu'actuellement aussi, le gouvernement peut suspendre l'exercice d'un droit de grève dans les services publics quand les services essentiels ne sont pas suffisants, dont leur interruption pourrait mettre en danger la santé et la sécurité. Ça a été exercé seulement 3 fois. 2 fois en 86, 1 fois en 87. Et donc, ce qu'on maintient existait déjà actuellement et c'est vraiment rarement utilisé. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre présentation. Très appréciée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, je cède maintenant la parole au porte-parole de l'opposition officielle. Vous disposez de 11 minutes. Merci, Madame. Madame Dubé, Monsieur Comeau, Monsieur Tessier, bienvenue. Merci pour l'exercice que vous avez fait, un beau mémoire. Puis, je sais que j'ai beaucoup de travail là-dedans, donc merci beaucoup. Et comme le ministre le disait, justement, on voit le côté professionnel là-dedans, puis on peut le reconnaître effectivement de votre travail. Écoutez, je regardais justement, vous représentez 56 000 personnes à travers le Québec, donc 56 000 professionnels à travers le Québec, donc vous couvrez beaucoup de différents CIUS, CIS et ça partout dans la province. Donc, on le sait que on parle d'un hôpital qui est de Montréal, mais qui peut être aussi dans la région, puis donc on peut tomber dans les petits hôpitaux. Et quand on parle de services essentiels, bien, ça peut varier d'une place à l'autre. Et je le sais aussi que ça peut varier justement d'un secteur d'activité comme à l'urgence ou sur les planchers, on peut dire. Ça peut être vraiment différent. Je le sais, puis je l'ai vu aussi dans votre conclusion, comme quoi que, puis vous avez raison, le droit de grève, c'est un droit acquis, c'est un droit important. Mais aussi, vous avez marqué aussi que vos membres, je pense qu'ils ont une mission, mais aussi une vocation auprès de la clientèle qu'ils desservent. Je veux dire, puis ça, on le reconnaît, je pense, surtout au milieu de la santé, les gens, ils l'ont vraiment à cœur, puis je comprends. Sauf qu'il faut penser aux travailleurs aussi. Donc, si on veut les garder à l'emploi, c'est une question, faut qu'ils soient bien rémunérés, mais il faut qu'ils soient bien traités aussi. Vous avez parlé de la lourdeur à un moment donné, parce que là, on parle... Vous avez parlé de lourdeur qui vous inquiète. Et oui, ça peut être inquiétant, effectivement, parce que là, tout ce que je viens de vous énumérer, de vous faire vous représenter partout au Québec, c'est que ça va être différent. Puis c'est bien beau qu'on peut être accompagné par quelqu'un du gouvernement, mais est-ce qu'il va en manquer un moment donné? Parce qu'on couvre le Québec, comme je dis, des activités différentes. Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que... le droit de grève, il est là, mais on veut donner
le service essentiel. J'aimerais ça que vous reveniez là-dessus, là, parce que la lourdeur, quand vous m'avez dit ça, là, ça m'a resté dans la tête, ça. Bien, c'est sûr que quand on regarde à la PTS, le nombre de types d'emplois qu'on représente, on est présent dans tous les secteurs. Ouais. Puis nos gens font un travail aussi qui est différent. Ils ont des types d'emplois, ils ont des responsabilités, des tâches. Donc, ça va être une première, parce qu'avant, c'était simple. Hein? On définissait un pourcentage, puis on ne s'interrogeait pas sur est-ce que le travail qui continue à être fait, est-ce que c'est un travail qui répond à une définition de service essentiel. On n'était pas dans ça, c'est un pourcentage. Là, on devrait se questionner sur est-ce que le travail qui est fait répond en fonction de la nouvelle définition. Fait que ça, c'est pour la PTS, mais il n'y aura pas que la PTS qui va être en négociation. Les négociations dans le secteur public, on ne fera peut-être pas toute la grève en même temps, ça je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à ça aujourd'hui, mais je pense qu'on sera quand même en négociation des services essentiels, presque tous en même temps. Les réserves qu'on a, puis les craintes qu'on a, c'est la capacité des employeurs actuels d'être en mesure, en fonction des ressources qui, on le sait, là, dans la restructuration des CI, bien, il y a eu des compressions au niveau du personnel administratif, des directions de ressources humaines. On le vit actuellement dans le travail qu'on a à faire dans les établissements pour les relations de travail. Fait que c'est certain que ce travail-là qui est à venir, puis qu'on va faire pour une première fois, on aura une meilleure lecture après, mais à ce moment-ci aujourd'hui, bien, on a des craintes sur le fait que les employeurs auront peut-être de la difficulté à répondre à cette tâche-là. Et ça, bien, pour nous, c'est un nouveau droit que les gens vont avoir. On pense que la grève pourra être utilisée d'une façon différente. Nos gens ont à cœur les soins, mais ils ont aussi, c'est un moment pour eux qui est privilégié pour améliorer leurs conditions de travail. Donc, on va chercher peut-être à utiliser la grève d'une façon différente, mais il faut qu'on puisse l'exercer et non pas être empêché parce qu'on ne sera pas capable de négocier au niveau local. J'écoutais le groupe avant vous, on parlait d'une liste, justement, parce que dû au fait que, bon, on parle de grosses structures, donc, et ça va être nouveau, ça va être nouveau pour tout le monde, là. L'importance de l'avoir rapidement, cette liste-là, pour pouvoir établir, justement, une entente possible entre les parties aussi, là. Et comme je vous ai dit aussi, la complexité de votre groupe d'être partout aussi, vous voyez ça comment, vous, le besoin d'avoir cette liste-là? Ça, comme on l'a dit dans notre mémoire, on est content de ça parce qu'avant, je pense que c'était transmis au TAT puis il fallait aller les chercher au TAT. Mais là, ça va nous être transmis. En même temps, bien, ça fait partie des difficultés qu'on a des établissements par rapport aux listes, par rapport aux commandes. Donc, on pense que ça serait intéressant qu'il y ait un délai de prévu à partir du moment où on fait une demande, mais que l'employeur ait un délai à respecter pour nous transmettre ces listes-là, qui vont faciliter le travail aussi au niveau local pour les deux parties. Parle-moi donc de pénurie d'emploi, vous en avez, on le sait. Quand on parle de négociation, quand on va parler justement de services essentiels, ça va venir s'ajouter, cela. Là. Vous, actuellement, est-ce que vous fonctionnez quasiment sur les services essentiels ou comprenez-vous? C'est que là, j'essaie de m'imaginer dans votre place, essayer de trouver des services essentiels avec le patron. Et puis là, bon, déjà, on a des manques à certains endroits. Voulez-vous me parler là-dessus? C'est quand même un mal qui est assez généralisé dans le réseau, qui est à la fois causé par des difficultés à recruter des gens, mais c'est aussi par le fait qu'il y a beaucoup de personnel actuellement qui entre guillemets, tombe au combat. On a beaucoup de gens qui sont en absence maladie, qui sont sur la CNESST. On a des difficultés particulières dans certains groupes à recruter. Donc, c'est certain que peut-être ça sera sûrement des arguments que l'employeur va nous amener aussi quand on aura négocié le service essentiel. Dites-moi, justement, puisque là, à un moment donné, vous allez jaser avec le patron, vous allez vous en tenir justement des services essentiels. Dans le domaine que vous êtes, un service qui n'est pas donné à quelqu'un dans la population un jour ou 2 jours, des fois, c'est peut-être pas essentiel dans son cas, mais qui peut devenir essentiel après une semaine, j'imagine. Puis là, je vous parle juste d'un cas, mais ça peut être plein de choses. Avez-vous pensé à quelque chose ou nous suggérer quelque chose là-dedans pour dire, regarde, il faudrait peut-être revoir à la pièce ou revoir, se rasseoir pour redéterminer le service essentiel ou...
Vraiment bonne, votre question. On se la pose, nous aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, il faut... Puis je pense qu'on n'a pas fait l'exercice. Il y aura sûrement aussi de la jurisprudence qui va se définir, puis des discussions, à la lumière des discussions. Parce que vous avez raison. Peut-être qu'un service qui est rendu, si la population en est privée une journée, ça a un impact. Mais si après une semaine, l'impact sera différent. C'est des bonnes réflexions qu'on aura à faire, puis qu'on aura à partager. Puis je pense que ça va évoluer en fonction des ententes, puis des discussions qu'on aura, puis peut-être des décisions qui vont se transmettre, là, qui vont se faire. Surtout que vous couvrez très large, comme vous avez vu, j'ai vu dans votre mémoire. Donc, je disais des secteurs que vous êtes, là, je suis persuadé là, qu'il y a de certains endroits, effectivement, que des services, peut-être une journée, 2 jours, même 3 jours, peut-être que c'est pas grave, mais à un moment donné, ça devient comme urgent, puis ça presse vraiment. Il y a des syndicats qui nous ont amené la vie de séjour. Eux autres, ils mentionnaient que c'est sûr qu'il y a d'autres groupes qui ont dit va pas là-dedans, c'est certain. Mais séjour, à un moment donné, si vous changez de date, par contre, il faut attendre un autre séjour. Vous le voyez comment? Vous, est-ce que vous êtes d'accord de attendre un autre séjour? Parce qu'il y a aussi la complexité du patron à se réaligner. Il y en a d'autres qui voient ça comme une stratégie syndicale aussi. Je voudrais vous entendre. C'est sûr que c'est une contrainte quand même, le séjour. Là, on n'a pas fait souvent la grève, on ne l'a pas fait pendant des longues périodes, mais c'est quand même une contrainte. Là, mais je pense qu'on n'a rien dit par rapport à ça dans notre mémoire. Là. C'est déjà la disposition actuelle, puis il n'y a pas de changements, je pense, qui sont prévus dans le projet de loi. Mais si vous pensez que ça pourrait être raccourci, je pense qu'on ne dirait pas non. Là. Dans toutes les choses que le ministre vous a essayé de vous rassurer et tout, là, que les échanges qu'on a eus avec moi aussi, là, c'est quoi qui serait vraiment le plus important pour vous? Tu sais, dire, écoutez, là, ça, là, c'est primordial, cet article-là, la suggestion qu'on a faite, là, sautez pas par-dessus ça, est importante. Puis, je ne dis pas que les autres sont pas importantes, on s'entend, là, mais celle-là, c'est quand même la majeure. Bien, pour nous, en tout cas, les conditions qu'on a mis à la recommandation 1, là, les différents éléments pour faire en sorte de mieux encadrer, de donner des balises un peu plus pour la négociation au niveau local. Pour nous, on pense que c'est très important. Là, c'est là que ça doit se passer. Donc, on pense qu'on a besoin d'outils supplémentaires. Sur la question des paramètres, bien, je suis un peu plus rassurée, mais en même temps, je pense que vous devriez vous assurer que le texte exprime bien la pensée de ce qui a été dit. Sinon, Faites-en pas, on est là pour ça. Oui. Monsieur allait parler, je pense, Tu ou veux non? rajouter quelque chose? Non, mais pour le délai, finalement, de 16 jours, mettons, je pense qu'on se joint, finalement, à la voix des autres organisations syndicales. Là. Je pense que c'est important que, finalement, on n'ait pas à attendre un autre séjour si jamais on veut, finalement, changer un moment de grève. Donc, on ne l'a pas relevé. Par contre, on a entendu, finalement, nos confrères puis nos consoeurs le relever là, ici en commission. Puis on est d'accord avec ça, que finalement qu'on devrait peut-être permettre justement de ne pas attendre le délai finalement de séjour. Je vous remercie. Je laisse maintenant la parole au porte-parole du deuxième groupe de l'opposition. Vous disposez de 2 minutes 45 secondes. Président, comme les co-présidents, je demanderais de pouvoir avoir accès au temps non utilisé. Alors, est-ce qu'il y a consentement? Donc, le temps est accordé. Merci. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. À la page 14 de votre mémoire, vous vous inquiétez des pouvoirs du TAT. C'est bien ça, 13 et 14. Le fait que ça pourrait aller trop loin, qu'il pourrait aller rejouer dans des ententes déjà négociées. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de petite contradiction pour ce pouvoir-là du TAT par rapport à l'intérêt ou l'objectif plutôt du gouvernement qui était un peu de dépolitiser le processus? S'il permet au TAT maintenant d'aller rejouer dans quelque chose qui est déjà réglé, est-ce que ce n'est pas une repolitisation mais par un chemin différent? Ou est-ce que je fais des analyses un peu trop abstraites?
Je vous dirais finalement. Non, mais moi, je vous dirais que l'idée, c'est que dans la notion de suffisance des services, bon, l'article, là, on est à l'article 111.16, c'est bien ça? Mm-hmm. Donc, c'est clair que là, on est dans un moment où la grève est enclenchée. Donc, si la grève est enclenchée, nous, on pense qu'on devrait s'en tenir, finalement, aux interventions du TAT telles que le Code du travail le prévoit actuellement, c'est-à-dire dans les limites, finalement, de ce qui a été convenu. Si ce qui a été convenu n'est pas rendu, à ce moment-là, oui, je pense qu'il peut y avoir une intervention. Si on élargit sur la notion de suffisance, on dit, bien là, il y a une intervention d'une personne intéressée qui vient nous dire que, là, il y a une inquiétude par rapport à la suffisance, mettons, d'une liste préalablement enquêtée, autorisée, mais là, on pense que le tribunal, il va un petit peu trop loin. C'est pour ça qu'on recommande, finalement, le pouvoir du tribunal irait trop loin. C'est pour ça qu'on recommande, finalement, de revenir plutôt sur le statu quo pour que, finalement, on n'enquête que sur les listes qui ne sont pas rendues, finalement. Puis selon vous, c'était quoi l'objectif du gouvernement de permettre ça? Bien là, j'ai entendu le ministre tout à l'heure dire que c'est une pointe d'aiguille. Là. Il est arrivé 3 cas. Fait que je me demande peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être pas se soucier, justement. À la limite, je pense que c'est peut-être le pointu du pointu. Là. Mais c'est parce qu'il y a le principe derrière. Le principe, c'est il y a une grève, puis interrompre une grève, ça va contre le sens, finalement, qu'on a d'un engagement de grève. Là. C'est parce que là, on s'en va en grève, là, tout à coup, il arrive quelque chose. On ne sait pas ce qui peut arriver, à la limite, mais ça pourrait amener le tribunal de suspendre la grève pour faire l'étude. Mais c'est pour ça que nous, on disait, bien là, si on est dans cette... Là, on est dans les technicalités, mais si on est là-dedans, bien, nous, ce qu'on propose, ce serait peut-être d'établir finalement une présomption pour que le débat se fasse jusqu'au fond, pour ne pas remettre en question, finalement, la grève qui a été débutée. Voilà. Donc, en fait, dans les faits, de retirer au TAT le pouvoir de suspendre. C'est en plein ça, exactement. Dans les faits. OK. C'est très clair. Vous êtes assez nombreux, les centrales syndicales, à vous êtes inquiétés de l'éventuelle insuffisance du TAT à fournir là, par rapport aux requêtes qui seraient déposées. Est-ce que c'est basé sur une crainte par rapport au futur ou un peu basé aussi sur des difficultés actuelles avec le TAT? Sur ça ou sur d'autres aspects du TAT? Nous, on n'a pas soulevé cette problématique-là. On a écouté le ministre, il était rassurant. Il a dit qu'il y avait des ressources, qu'il était pour aussi mettre des ressources. Mais oui, on peut quand même penser qu'il va y avoir du travail au TAT, là, hein? Si, justement, on n'est pas capable d'organiser les négociations entre les partis au niveau local, puis que nous autres, dans notre volonté d'accéder à la grève, on dépose des listes, bien, il pourrait y avoir des contestations additionnelles, là, c'est clair. Mais si on va sur le fond puis on va discuter de ça avec les employeurs, bien, c'est clair qu'on va réduire cette possibilité-là, on va convenir d'entente. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase sur notre recommandation 1 pour organiser, finalement, les partis locales à définir, finalement, à les encourager par des paramètres à définir, finalement, des services essentiels. À la page 8 de votre mémoire par rapport à la variabilité dans les temps de grève, puis, à moins, sauf erreur, là, vos prédécesseurs hier de la Fédération des médecins résidents du Québec avaient des propos similaires par rapport à pouvoir moduler le niveau de grève à engager. Ça fait partie de votre recommandation numéro 2. Je pense que j'ai un peu de la misère à comprendre ce que vous entendez par là. L'idée générale, c'est de permettre une modulation. C'est-à-dire les partis pourraient s'entendre. Je pense qu'on le dit, là. T'sais, on dit, nous autres, que un niveau de grève à engager, ça peut dépendre d'un ensemble de facteurs, ça. Ça peut dépendre de ce qui concourt à la table de négociation. Ça peut dépendre aussi du contexte social. Ça peut dépendre d'un ensemble de facteurs. Donc, dans cet engagement-là, bien, nous, on pense qu'il doit y avoir une possibilité pour l'organisation syndicale de définir des minima, des maxima, puis à la limite, de pouvoir justement moduler, finalement, à l'intérieur de ces minima et ces maxima-là, ces engagements au niveau de la grève. Donc, je ne sais pas si je suis un petit peu plus clair par rapport à ça, là. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait le convenir aussi pour une même période avec l'employeur. Il faudrait aussi que ça soit compris aussi et approuvé par le tribunal si ça devenait être aussi une liste. Vous voulez le convenir d'avance pour ne pas avoir à la renégocier à chaque fois? Exactement, c'est ça. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la commission. Je suspends les travaux pour quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place. Merci beaucoup.